Bonjour à tous. Quelques mots simplement pour rappeler d'abord, parce que certains ne connaissent pas notre association, ce qu'est l'appel des appels. L'appel des appels a été fondé en 2009 avec notamment et surtout Roland Gori qui est ici à mes côtés. Et cette association a été créée finalement en réaction à un certain nombre d'évolutions des métiers, d'évolutions de notre société, et a eu pour ambition d'essayer de fédérer tous les métiers du soin, de l'éducation, de la culture, de la recherche, de la justice, qui en fait sont les métiers qui traitent de l'humain. Pourquoi ça ? Parce que on s'est quand même assez rendu compte rapidement que nous rentrions dans une société de notre monde, celui où les logiques comptables, les logiques économiques l'emportent sur la relation humaine, sur le sens de l'humain, et créent des sociétés où, d'une part, les métiers qui traitent de l'humain sont eux aussi en souffrance, et où les êtres humains eux-mêmes sont encore plus en souffrance et encore plus nombreux à l'être et à le ressentir, avec des notions et des conséquences d'isolement, de solitude, de désespérance, et c'est contre tout cela que la mobilisation était apparue indispensable. Alors, quels étaient ces constats que l'on peut faire et que l'on peut toujours faire, parce que ce que l'on peut dire, c'est que ces problématiques-là sont toujours d'actualité, c'est que la conséquence de cet état des lieux, cet état de fait, c'est qu'on voit de plus en plus de métiers qui sont de moins en moins attractifs et qui sont de plus en plus en tension, en souffrance, et on aura l'occasion de l'évoquer lors de ces journées. Et d'un autre côté, de plus en plus de personnes qui sont en situation de difficulté, de vulnérabilité, et ça sera le thème de ces journées, et auxquelles on apporte des réponses qui sont de plus en plus des réponses sécuritaires, répressives, des réponses qui éloignent encore plus celui qui est en difficulté d'une réinsertion ou d'un retour dans la communauté de la société. Et ces logiques, évidemment, elles prospèrent de plus en plus, et on le voit aujourd'hui d'ailleurs, avec la mise en place sur le plan politique de normes de plus en plus contraignantes, des normes de plus en plus impératives, et notamment vis-à-vis des métiers qui s'occupent de la santé, de l'éducation, de la justice. Avec tout cela se fait dans des logiques de plus en plus protocolisées, des pratiques qui sont de plus en plus figées, et cela au détriment évidemment de la singularité des êtres humains, de la singularité des parcours des êtres humains. Face à cela, le discours également aussi, et pas simplement un discours de politique publique, c'est aussi un discours où l'économique reprend de plus en plus de place, et on le voit à travers un certain nombre de mots, de maîtres mots, dans tous les débats que l'on voit aujourd'hui sur ces questions-là. Les maîtres mots, c'est efficacité, simplification, performance, c'est tous des mots économiques, des mots du marché, avec la suite inéluctable de ce genre de propos, c'est évidemment de plus en plus un affaiblissement du service public au sens large et une conduite inéluctable vers des logiques de privatisation, de marchandisation, et où l'humain, évidemment, se retrouve de plus en plus en seconde ligne.
Et au fur et à mesure, on constate que ce contexte de capitalisme monopolistique, au niveau mondial aussi, qui de plus en plus prend le pas sur nos sociétés. On constate aussi un renforcement parallèlement des régimes autoritaires et un affaiblissement et voire une négation des droits fondamentaux et de l'état de droit d'une manière générale. Et donc tout ça pour dire que le mouvement qui a été créé notamment par Roland Gori, l'appel des appels, est peut-être encore plus d'actualité aujourd'hui dans ce contexte général et nécessite qu'on mobilise le plus possible non seulement les métiers, mais aussi au-delà la société civile, les gens, les citoyens, pour essayer d'influer sur cette logique qui semble inéluctable, mais qui, optimiste comme je le suis toujours, ne gagnera pas in fine, parce que les gens refuseront d'alimenter ce système. Et donc, plus que jamais, il est important de se rassembler, de discuter, de réfléchir. Et ces journées sont là pour ça. L'appel des appels fait des journées régulièrement, des réflexions sur ces thèmes. Et ça fait partie, précisément, de l'ambition que nous avons, mais également aussi de la nécessité de mobilisation de l'ensemble à la fois des acteurs professionnels, mais également aussi des citoyens. Et dans ce combat, évidemment, Roland Gori a été l'un des grands précurseurs de ces combats. Je présente rapidement Roland, que tout le monde connaît, parce que c'est devenu une célébrité maintenant, notre ami Roland. Roland est psychanalyste à Marseille. Il est membre d'Espace Analytique et professeur honoraire des universités. Il a été nommé professeur en 1979, a dirigé un DEA de psychopathologie ainsi qu'une équipe d'accueil. Il a créé la revue clinique méditerranéenne en 1984, qu'il dirige d'ailleurs toujours, avec Marie-Josée Delvolgo. Il a siégé dans de nombreuses commissions ministérielles et a coprésidé sa section du CNU. Et il a participé à la fondation du séminaire interuniversitaire européen d'enseignement et de recherche en psychopathologie et psychanalyse. Il a évidemment aussi publié de nombreux ouvrages. Vous en avez quelques-uns d'ailleurs qui sont là sur la table. C'est devenu quand même maintenant, Roland, une référence dans la pensée sur la société actuelle et sur son évolution. Son dernier ouvrage, qui vient de sortir cette semaine, mais au-delà, le dernier ouvrage c'est celui sur la décivilisation et les nouvelles logiques de l'emprise en 2025. Il y a eu La fabrique de nos servitudes en 2022, également aussi Si l'effondrement avait déjà eu lieu, La nudité du pouvoir, comprendre le moment Macron. C'était en 2018, ça, donc très très tôt. Un monde sans esprit, L'individu ingouvernable, La fabrique des imposteurs, et La dignité de penser, entre autres. Ce sont la production la plus récente, la plus d'actualité de Roland. Et en tout cas, merci à Roland d'avoir, d'une part, créé l'appel des appels et surtout d'avoir alimenté la réflexion sur les évolutions de notre société. Je lui cède la parole, Roland, pour qu'il nous présente ces journées et qu'il nous propose effectivement d'entamer la réflexion. Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci Robert de cette présentation. Je crains de ne pas être tout à fait à la hauteur du monument qui m'est érigé là, donc au cours de ces propos. Je dirais que l'appel des appels n'aurait pas pu exister sans tout un groupe qui a participé dès le début à le fonder, dès le début à le créer, et à tous ceux et à toutes celles qui ont bien voulu tout au long de ces années lui permettre d'exister. Et je me réjouis énormément que Robert assure et accepté, malgré toutes les
fonction, je dirais, importante qu'il a eue à assurer la présidence donc, de l'appel des appels. Et je remercie tout le groupe. Alors, je ne vais pas les citer, hein, Nicole Claude-Chauder, Clara, Mathilde, enfin, Fabrice, et tous ceux qui ont bien voulu organiser donc, ces journées. Moi, je vais vous parler de la vulnérabilité aujourd'hui. Je ne vais pas vous parler des vulnérabilités sociales, ça, je pense que ça viendra à la suite, mais plutôt d'une vulnérabilité que j'appellerais ontologique, une vulnérabilité ontologique qui est constitutive d'une source de création. Parce qu'il y a une chose que je ne cesse de répéter à propos de la vulnérabilité, c'est qu'elle constitue la signature même de notre espèce, puisque de toute l'espèce animale, l'espèce humaine est celle qui a la plus longue enfance, et elle a la plus longue enfance parce que, dès la naissance, elle est dans un état d'inadaptation biologique. Alors, dans une société où on vous dit qu'il faut s'adapter, n'est-ce pas, il y a là, bien évidemment, quelque chose qui dénie, si j'ose dire, ce qui est le propre, si vous voulez, de l'espèce humaine, qui s'appelle la néoténie, c'est-à-dire une inadaptation biologique à survivre à la naissance sans la présence de ce que Freud appelait un autre secourable. Alors, cet état de détresse biologique, c'est la condition même de l'humanisation de l'humain. Elle constitue ce que Pic de la Mirandole, Jean Pic de la Mirandole, au Quattrocento, appelait la dignité de l'homme. Un ouvrage magnifique de Pic de la Mirandole. C'est cet extrême dénuement biologique qui constitue, pour Jean Pic de la Mirandole, la possibilité d'un devenir, c'est-à-dire d'une liberté. Pour Pic de la Mirandole, lorsque Dieu le Père en vient à la création de l'homme, la totalité des idées finies, programmées, si j'ose dire, est épuisée. Chaque chose a été pourvue d'une nature déterminée, finie. L'humain les aurait toutes, mais inachevées. Donc l'inachèvement est ce que le philosophe Walter Benjamin appelle un levain, le levain de l'inachevé. L'humain indéfinissable devient, chez Pic de la Mirandole, l'image d'un Dieu infini. Et il y a du sacrilège dans cette théologie humaniste de Pic de la Mirandole, qui, comme vous le savez, sera poursuivi par toutes sortes de procédures ecclésiastiques. Pic de la Mirandole en a payé le prix d'ailleurs. Mais Tyran et la pensée totalitaire n'aiment pas cette conception d'une spiritualité délivrée des églises où l'humain est une puissance indéfinissable qui ne se réalise que dans ses actes, au premier rang desquels celui de décider. Alors effectivement, on voit bien comment aujourd'hui, n'est-ce pas, toute la société est, si j'ose dire, altérée dans ses fondements anthropologiques par, si vous voulez, cet empêchement de décider qui est prescrit aux humains. Pic de la Mirandole fait dire à Dieu le Père, c'est assez amusant, donc je vous ai pris un passage de ses œuvres philosophiques. Il s'adresse à Adam, il lui dit « Je ne t'ai donné ni place déterminée, ni visage propre, ni don particulier, ô Adam, afin que ta place, ton visage et tes dons, tu les veuilles, les conquières et les possèdes par toi-même. » Donc cette liberté de décider, elle est essentielle et elle est aujourd'hui remise en cause, comme l'a dit Robert tout à l'heure. Cette liberté de décider, elle est en même temps, comme vous le savez, coextensive d'une angoisse existentielle. Et c'est peut-être d'ailleurs ce qui conduit les humains à une espèce de complaisance parfois à la servitude volontaire. Mais, j'insiste encore, depuis Aristote, la liberté de décider, c'est ce qui fait le marqueur spécifique qui différencie l'esclave du citoyen libre. Et d'ailleurs, Aristote précise qu'il y a bien sûr des citoyens libres qui ne sont pas vraiment libres et qui sont, parce que justement ils ont refusé d'assumer cet acte de décision des esclaves. Et donc c'est cette extrême détresse biologique qui fait aussi des relations sociales, on y vient, la condition même du développement du langage, de la rationalité, de la culture et des formes diverses de civilisation. Effectivement, qui aujourd'hui, peut-être, ces formes diverses de civilisation, traversent une période qu'on a déjà connue, je dirais, à la fin du XIXe siècle et au début du XXe, une période de transition, je dirais, culturelle, de transition qui va vers la décivilisation, on y reviendra, mais pas la décivilisation au niveau de Macron, il n'a rien compris à Norbert Elias, mais ça j'en parle. Là encore, Pic de la Mirandole est incontournable. La dignité de l'humain, sa liberté, ne sont pas des facultés
ou des compétences définies. Elles ne sont pas données. Elles n'existent que dans le rapport que les humains entretiennent avec le monde. Le monde vivant, c'est-à-dire celui des autres humains, comme celui de son écologie. Or aujourd'hui, le premier service que la modernité industrielle apporte au sujet humain est de tout schématiser, je vous l'ai dit, de tout transformer en données numériques, stockables, négociables et performatives. Dans ce que Louis Aragon nommait déjà, je le cite, cette noyade sans exaltation, l'humain devient un capital, un stock de ressources bionumériques périssables, auquel on apprend à gérer ses émotions, gérer son deuil, gérer ses habiletés sociales, gérer ses compétences cognitives, sa visibilité médiatique, afin d'accroître ses performances et sa compétitivité. Alors la vie devient un champ de course. Et si la vie devient un champ de course avec ses handicaps, ses points de départ, ses deuxièmes chances aussi, et sa ligne d'arrivée, programmée d'ailleurs maintenant à la demande, alors si la vie devient un champ de course, alors à la manière d'Aragon, on peut dire que vivre n'est plus qu'un stratagème, je le cite, et que l'avenir ne sera plus qu'un recommencement. À la suite de quoi, l'humain tombe malade, malade de la logique, malade de la rationalité instrumentale, fonctionnelle, qui tend à le transformer en capital vivant. Le divertissement lui-même prolonge le travail, reproduit sa fragmentation, son automatisation, son aliénation par les dispositifs de la marchandisation et du spectacle. C'est ce profond désarroi, subjectif autant que social, qui fabrique aujourd'hui un nouveau malaise de civilisation, pétri de peur, de désespoir et d'ennui, qu'annonçait déjà Aragon lorsqu'il écrivait dans le Cahier noir, je le cite, « Voici précisément venu le temps de la grande résignation humaine. Le travail Dieu trouve à son insu des prêtres. La paresse est punie de mort. À l'Orient mystique, on institue le culte des machines. Les madones d'aujourd'hui sont des motobatteuses. À l'horizon, dans les panaches laborieux des cités ouvrières, le miracle de Nimbé s'en va en fumée. Personne ne laissera plus à personne une chance unique de salut. Elle sonne l'heure du grand contrôle universel. Je vois grandir autour de moi des enfants qui me méprisent. Ils connaissent déjà le prix d'une automobile. Ils ne jouent jamais au voleur. » Ces lignes d'Aragon ont été écrites dans les années 1920, mais elles n'ont pas pris une ride. Il suffit de changer le mot autobatteuse par algorithme, celui d'automobile par iPhone. Tout y a dansé. C'est la même civilisation hypnotique des mœurs qui tend à faire de la vulnérabilité une faiblesse et de la force des automates le devenir d'un humain accompli. Cette honte prométhéenne dont parle Gunther Anders, cette honte prométhéenne de l'humain de ne pas avoir été fabriqué, mais d'avoir été créé comme vivant. Eh bien, ce que ça vient dénier, je pense qu'on aura toutes ces journées pour en parler, c'est justement la source de créativité subjective et sociale que comporte la vulnérabilité. Mais encore une fois, je parle de la vulnérabilité ontologique. Vous vous souvenez sans doute de cette phrase de Jacques Rivière à propos de Marcel Proust. Il est mort de la même inexpérience qui lui a permis d'écrire son œuvre. Il est mort de la même inexpérience qui lui a permis d'écrire son œuvre. Il est mort de ne pas savoir comment on allume un feu, comment on ouvre une fenêtre. Walter Benjamin reprend également ce motif d'une incapacité pratique ou d'une naïveté existentielle chez Kafka. Il voit en lui un être d'inexpérience radicale, étranger au monde ordinaire, incapable d'habiter naturellement la vie commune. Walter Benjamin insiste sur le fait que les personnages de Kafka ignorent les codes les plus élémentaires du monde social, comme s'ils étaient toujours arrivés trop tard dans l'existence. Dans son essai sur Franz Kafka, il écrit que Kafka, je le cite, s'est creusé la tête toute sa vie pour savoir à quoi il ressemblait, sans savoir qu'il existait des miroirs. Et Walter Benjamin rapproche profondément Kafka et Proust concernant leur vulnérabilité dans l'expérience douloureuse qu'ils font du monde. Chez les deux, il voit des écrivains qui transforment une déficience vitale, une pauvreté du rapport immédiat au monde, en puissance de mémoire et de forme littéraire. Et à propos de Franz Kafka encore, il disait « On serait tenté de dire, dès lors qu'il était certain de l'insuccès final, tout marchait pour lui, chemin faisant, comme en rêve. » Et si Walter Benjamin voit chez Proust et Kafka cette vulnérabilité créatrice, c'est justement parce qu'elle est la sienne.
Et c'est Walter Benjamin qui déchiffre le spirituel des manifestations de la vie, hanté par le petit bossu de son enfance, ce malchanceux qui casse tout, mais qui connaît mieux qu'un autre le levain de l'inachevé. Ce même levain de l'inachevé qui lui fait dire « Que peut un adulte marcher? Que ne peut-il plus apprendre à marcher ?» Alors, parler de la création, c'est évoquer l'enfance, c'est évoquer l'infantile en nous, c'est renverser le gouffre, comme l'écrivait le poète antillais, philosophe Éluard de Lissant. Et donc, c'est accepter de se confronter au chaos pour remettre le monde un ordre de marche, c'est-à-dire un ordre de marche vers le vivant. Et je terminerai en rappelant que Hannah Arendt disait que un des symptômes les plus déterminants de l'émergence des totalitarismes dans une société, c'est l'affaiblissement de l'empathie. On peut se demander si aujourd'hui, ça n'est pas justement ce qui nous arrive. Merci.